Alors désormais dans cette deuxième étape, on va mettre en place un serveur qui va faire office de serveur internet. Donc on va prendre simplement une machine serveur. Ça pourrait être en fait un poste client, ça n'a pas d'importance. On va la relier par un câble croisé au routeur sur l'interface qui reste libre, donc c'est-à-dire Fast Ethernet 01. Et pourquoi un câble croisé? Parce que je relie un équipement de type terminal. On va, pour symboliser, on va dire que c'est terminal X vers terminal X. Ça serait terminal X vers Y. À ce moment-là, deux terminaux différents peuvent utiliser un câble droit, mais un terminal de type X vers un terminal de type X nécessite un câble croisé. Alors, si j'avais intercalé un switch dans ce montage, j'aurais pas eu besoin de câble croisé, mais pour simplifier mon architecture, je vais mettre simplement ce routeur avec ce câble croisé, ça va être beaucoup plus simple. Donc ce routeur, on va le déplacer un peu pour qu'on voit bien les étiquettes d'interface. On s'aperçoit qu'au niveau de son interface, le routeur donc pas activé l'interface, ce qui est le cas par défaut. Donc on va fixer une adresse IP, on va activer l'interface Fast Ethernet 01. Donc ce routeur là a déjà sa première interface configurée et d'activer. Elle nous a déjà servi dans l'étape précédente à pouvoir communiquer avec ce PC et notamment d'offrir le service DHCP. Maintenant, on va activer la deuxième interface, c'est-à-dire celle-ci, et on va mettre une adresse IP. Donc c'est très simple, comme d'habitude, configuration terminal, interface Fast Ethernet 01. Nous l'activons. On va immédiatement avoir un message qui indique qu'elle est activée et nous pouvons constater qu'elle est activée par le petit voyant vert qui s'est affiché ici, donc qui symbolise la LED de la carte. Nous plaçons une adresse, je prends par exemple celle-ci, associée au masque par défaut. Voilà. Retour au début de la configuration, petite sauvegarde intermédiaire, déjà vue dans les étapes précédentes, write que j'abrège en WR, qui sauvegarde la config. Show IP interface brief me permet de voir que mon interface est activée. Donc, passage, maintenant on va passer sur le routeur, sur le serveur plutôt, on va activer une adresse IP statique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? 8.8.8 par exemple, et on va indiquer comme passerelle donc l'adresse du routeur que l'on vient de configurer. Donc ce serveur là avec son adresse 8888 doit pouvoir atteindre le routeur. On va le vérifier immédiatement. Déjà l'adresse IP, la passerelle et le masque ont l'air corrects avec la commande ipconfig. Et puis on peut faire un ping donc de 8.00254 pour s'assurer que les paquets passent bien sur cette ligne là. Donc c'est bon. Plus besoin de toucher à ce serveur. Maintenant ce qu'on veut nous c'est vérifier, établir une configuration NAT. Donc la configuration NAT que l'on veut établir en fait c'est pour permettre à ce PC là de passer ici, donc par exemple on va envoyer un ping et de faire en sorte que ce soit traduit par ce routeur là. Alors pour mettre en place le NAT sur le routeur Cisco, si vous êtes inscrit sur la plateforme de formation dont vous avez l'adresse sur le descriptif de cette vidéo, eh bien vous pouvez avoir accès aux documents qui permettent en fait de comprendre pourquoi, comment et de quelles opérations on va devoir traiter et comment on va mettre en œuvre le NAT, donc pourquoi ça existe, à quoi ça sert, d'où ça vient. Là on va s'atteler à la réalisation uniquement. On va pas forcément expliquer le détail des opérations, on va se contenter de le mettre en œuvre, de le constater fonctionner. Mais ce qui est intéressant c'est de comprendre l'intérêt de ce NAT. Donc je vais mettre en œuvre la configuration au niveau du routeur. Alors pour montrer, on va
On pourrait par exemple faire une expérience assez simple qui consisterait en fait à copier ce schéma et le reproduire sur un autre schéma. Vous voyez, donc on peut faire un copier-coller, hein. Il suffit de faire une sélection, CTRL-C, puis ensuite CTRL-V, et vous le recollez à côté. Et ce que je propose de faire, c'est de séparer les deux, en vue de comparer avec NAT et sans NAT. Donc ici, on va mettre une étiquette sans le NAT pour montrer ce qui va se passer, et ici, avec le NAT. Donc, avec le NAT, sans le NAT. Le NAT n'est pas installé ici, et on va voir si un paquet peut partir de là pour aller ici. On va l'expliquer. Alors, on va refaire un petit contrôle. On se rappellera peut-être que cette machine a une adresse IP, un masque et surtout une passerelle. La passerelle que l'on voit ici correspond à ce point-là. Et donc ce routeur-là, nous venons de voir qu'il pouvait joindre et être joint par le serveur qui est ici. Donc si on peut aller de là au routeur et que le routeur fait son travail de routage, ben on peut atteindre le serveur. Alors on va le vérifier tout de suite. Il suffit de faire un ping du serveur. Alors le serveur, c'est plutôt cette adresse-là. Et on s'aperçoit qu'effectivement le paquet fonctionne. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de tracer le passage du paquet. On va prendre des filtres de simulation ici. Donc je suis passé dans la fenêtre simulation, je désactive tous ces filtres-là parce que j'ai pas besoin de tout ça. Et je choisis d'appliquer ARP ICMP. Pour l'instant, ce sera suffisant. Je ferme cette petite fenêtre, un petit contrôle ici, il me manque ICMP, j'y retourne. Hop, voilà. ICMP RP. Donc on peut cliquer ici pour fermer la fenêtre par exemple. Et on va tracer les paquets. Alors tracer les paquets, ça veut dire en fait les suivre et pouvoir les intercepter. Donc entre là et là, ça c'est l'équivalent d'un ping qui va partir d'ici. Et la deuxième enveloppe, je la pose ici. Le ping part d'ici pour aller là. Donc on voit ce ping qui part. Donc il part de la machine PC0. Il descend de la couche 3. Et il est forgé pour partir de l'adresse IP 192.168.100.1, puis aller effectivement vers le serveur dont on reconnaît l'adresse ici. Donc 100.1, 192.168.100.1, c'est la source que l'on peut observer ici. On va s'intéresser au passage du routeur. Le ping arrive sur le routeur, donc il rentre ici sur les couches d'entrée. Ce ping arrive, monte dans la couche 3 et on voit la même chose que ce qui est sorti de la machine, ce qui effectivement est tout à fait normal. La machine ping 8888. Ensuite, au moment où le routeur va router, il va changer d'interface, donc il va sortir le paquet de l'autre côté. On peut déjà voir ici qu'il est arrivé par l'interface 00, qui est celle-ci là, et il va ressortir par la 01, qui est celle-là, là, celle qui se trouve ici au bout de ce câble. Donc qu'est-ce qu'il fait en sortie? Eh bien, il va, au-delà des opérations de routage et de décrémentation du TTL, en fait, on peut s'apercevoir ici qu'il ne fait rien au niveau de l'IP. C'est-à-dire que le paquet reste intact, son adresse n'a pas changé, on reconnaît bien le PC qui parle au serveur 8888. Donc, on peut voir que le serveur reçoit le paquet, donc au niveau du serveur ici, en entrée, on voit bien le paquet à nouveau arriver sous sa forme identique à celle qu'il avait lorsqu'il est parti d'ici. C'est exactement la même chose, il n'y a eu aucune transformation. Et on voit que comme il s'agit d'un ping, le serveur ici va y répondre. On va voir que le ping va repartir dans l'autre sens. C'est ce qu'on commence à comprendre en analysant ici la sortie. Donc cette couche 3, on voit bien que cette fois-ci le serveur 8888, c'est lui la source, envoie vers la destination 192.168.100.1, donc c'est bien lui. Donc il y a renversement au niveau des adresses IP, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un retour. Et on voit le paquet remonter sur le routeur. Au niveau du routeur, il arrive ici, on voit bien le paquet qui vient d'être créé par ce serveur 8888,
qui va vers 192.168.100.1, c'est-à-dire lui, et ce paquet ne fait que transiter par le routeur sans transformation, il va ressortir sur la couche de sortie ici, sans avoir été modifié. Donc il passe au travers du routeur sans altération, sans modification, il atteint le PC. À ce stade-là, on peut constater que le ping est passé, on peut le voir ici, et il ne s'est rien passé de particulier, rien passé de spécial. Voilà. Maintenant, je vais arrêter ce scénario et je vais refaire le même ici, exactement le même ici, mais après avoir configuré le NAT. Donc on fera exactement la même opération et on va d'abord configurer le NAT. Donc pour le NAT, plusieurs possibilités. Le NAT étant la fonction qui va permettre à ce paquet, qui va partir d'ici, de changer d'adresse IP au moment où il franchit le routeur, et plus précisément au moment où il quitte le routeur par la sortie, c'est-à-dire par l'interface qui se situe ici vers le serveur. Donc le NAT va transformer l'adresse IP source pour la remplacer par une autre. Alors ici plusieurs possibilités. Soit l'adresse IP qu'il va utiliser pour remplacer, on la prélève dans une étendue d'adresse que l'on va créer, que l'on va configurer dans ce routeur. On peut faire ça, notamment si on est connecté sur Internet avec un fournisseur d'accès qui nous fournit une plage d'adresses. On dit un pool dans ce cas-là, une étendue si vous voulez, d'adresses. Alors c'est très souvent le cas quand on veut répartir la charge sur plusieurs canaux. On disposera de plusieurs adresses IP, 4, 8, 16, c'est souvent des multiples. Et pourquoi disposer d'autant d'adresses IP? C'est souvent qu'on a une charge importante côté réseau, avec un accès Internet qui est partagé avec beaucoup de machines. Alors ça peut être le cas d'une entreprise ou d'une école par exemple. Donc dans ce cas-là, on aurait un pool d'adresses que l'on configure ici, et chaque connexion va utiliser l'une de ces adresses en quasi temps réel. Ça va permettre à plusieurs PC, si j'en rajoutais ici, de pouvoir partager la connexion en ayant une répartition de la charge, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours la même adresse IP qui va être utilisée ici. Ça, c'est donc l'une des possibilités. Deuxième possibilité, on fait en fait une règle qui, pour chaque PC, donc si j'ai 10 PC, il me faut 10 règles. Si j'ai 100 PC, il me faut 100 règles. Qui permettrait chaque règle de spécifier une adresse IP ici, donc il faudrait également une étendue ici, d'avoir une IP de sortie pour une IP de privée de PC. Donc si j'ai 100 machines, il me faut 100 adresses IP. Avec cette possibilité, on a beaucoup plus de contraintes parce que on est obligé d'avoir un pool d'adresses suffisant en nombre ici. Alors il y a quand même une option qui fait que si on manque d'adresses, on a une option maintenant qui est possible, qui permet en fait d'utiliser plusieurs fois la même adresse, de la multiplexer. Mais il y a une troisième possibilité, et c'est souvent celle-ci qu'on va utiliser dans la plupart des box internet par exemple, c'est vraiment la règle la plus commune. On a une seule adresse IP, ou bien plusieurs ici, ça n'a pas d'importance. On a une ou plusieurs adresses IP ici, alors on en a a priori plusieurs, puisqu'on va avoir plusieurs ordinateurs. Et on ne va pas chercher à répartir. Chaque PC ici aura son adresse IP privée, et bien elle sera remplacée à tour de rôle par l'adresse ou les adresses publiques qu'il y a ici. Alors c'est plus facile à configurer, c'est plus commun, c'est plus standard, c'est plus répandu on va dire. Ça offre moins de possibilités de répartition de charge, mais dans la plupart des cas, si le nombre de connexions n'est pas très très important ici, c'est la règle qu'on va appliquer. À ce moment-là, on parle de NAT dynamique avec écrasement, overload en anglais. NAT dynamique avec overload. Les deux précédentes règles, le NAT dynamique avec translation, c'est-à-dire traduction d'adresse 1 pour 1, quand on a une plage ici et plusieurs PC, et à chaque adresse de la plage correspondrait un PC.
Donc ça c'est la règle dynamique NAT 1 pour 1, on l'appelle comme ça. Et puis la première règle, ça s'appelle du NAT statique. Alors, on peut commencer par du NAT statique pour voir ce qui va se passer ici. Donc on va configurer sur le routeur du NAT statique. Donc je me mets sur le routeur qui se trouve ici sur ce schéma là. Et on va vérifier avant de commencer que tout est correct. Show IP interface brief, tout est correct, ça n'a pas changé. Donc avant de décider de faire du NAT, il faut repérer et donc observer quelle est l'interface qui se trouve côté réseau privé, c'est-à-dire celle qui se trouve côté réseau où se trouvent les postes clients. Donc pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est celle-ci. Donc l'autre, et en clair, il s'agit de celle-là, elle est côté public, côté internet, c'est-à-dire cette zone-là. Donc moi, il faut que j'indique quelle est celle qui est à l'intérieur, c'est celle-ci, quelle est celle qui est à l'extérieur, c'est celle-là. Donc c'est la première opération. Donc je préfère taper correctement configuration terminale plutôt que conf. Par défaut ça fonctionne de la même manière, mais il y a une petite ambiguïté si je ne le fais pas correctement. On va donc dans l'interface Fast Ethernet 00, qui est donc celle qui est côté privé, celle que Cisco appelle inside, intérieur. On associe la fonction NAT inside, c'est-à-dire qu'on va indiquer que sur cette interface, l'adresse IP est considérée comme étant une adresse IP située à l'intérieur, IP NAT inside. On va sur l'autre interface, Fast Ethernet 01, et on fait la même chose, sauf qu'évidemment, elle n'est pas inside, mais outside, c'est-à-dire côté sortie. Voilà, ça c'est la première opération. Ensuite, on va mettre en place une règle statique, en fait, qui va donc permettre de mettre tout simplement une liste d'adresses qui va donc être autorisée à utiliser l'adresse statique. Donc, pour faire cette configuration, on va donc sortir du menu interface et on va, alors l'instruction pour démarrer c'est dans le menu de configuration terminale, il ne faut pas être dans le menu des interfaces, et là on retrouve la même syntaxe IP NAT. Alors on va faire un petit point d'interrogation. Vous voyez qu'on a trois possibilités, inside, outside, pool. Donc nous ici on va indiquer à l'intérieur, on va faire une règle qui va permettre de sortir vers internet, IP NAT inside. On va indiquer la source. Donc je mets le point d'interrogation à chaque fois pour montrer les possibilités. Dans la source, on peut soit indiquer une liste statique, enfin soit une adresse statique, soit une liste. Alors on va utiliser statique. Point d'interrogation, il va nous demander d'indiquer par exemple trois possibilités, soit le mot TCP qui va identifier le protocole TCP, soit UDP pour le protocole UDP, soit une adresse. Alors moi l'adresse, pour moi, c'est celle de ce PC là. Celle de ce PC là, normalement, comme il était en DHCP, on va vérifier, mais il doit avoir la première adresse du pool qui était configurée, 192.168.100.1. Donc on va indiquer l'adresse du PC, 192.168.100.1. Ensuite, on va indiquer, vous voyez ici, quand je lui demande de l'aide, il me demande l'adresse globale inside. L'adresse globale inside, c'est l'adresse de sortie de mon routeur, mais unique, puisque je n'en ai qu'une ici. Alors pour moi, c'était 8.00254. On va faire point d'interrogation, et on s'aperçoit qu'ici, il suffit de faire entrée. CR, ça veut dire entrée. Carriage return. Voilà, notre règle est créée.
Maintenant, il suffit de tester, on va voir si ça fonctionne. Là, on s'est contenté juste de créer la règle de NAT, et on va voir si ça fonctionne. On va revenir au début. On va faire un show IP interface brief. Rien n'a changé. On peut faire show running config. Alors, c'est une bonne idée à ce moment-là parce qu'on voit la config générale. Show running config. On voit le pool d'adresses IP qu'on a configuré précédemment. On voit ici l'adresse sur la carte 00. Ce qu'on va voir, la carte 00, c'est qu'elle est bien déclarée comme inside. En dessous, la carte 01 qui sort vers le serveur, elle est en outside. Et la règle de traduction d'adresse NAT qui indique le inside, c'est-à-dire en fait cette zone-là, pour la machine dont voici l'adresse, il faut remplacer par cette adresse-là. Et on va voir ce que fait le routeur en examinant son fonctionnement en mode de simulation, c'est-à-dire en ayant toujours ici cette sélection. On va donc envoyer un ping, comme l'exercice précédent sur ce schéma-là, du PC vers le serveur. Alors ici on peut voir que comme c'est le premier ping qui est envoyé, le PC ici n'a pas encore identifié l'adresse MAC du routeur. Il envoie donc une requête ARP qui va précéder le ping et le ping va être mis en attente. Et si ça dure trop longtemps, il va être détruit. Donc on va vérifier que la requête ARP donne bien l'adresse du routeur. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, elle arrive au routeur. Le routeur devrait y répondre, ce qui est normal. La réponse parvient au PC, il peut donc maintenant diriger sa requête ping au routeur en vue de la passer ensuite ici. Donc on va observer la requête ping ici. Alors il faut d'abord que... Oui, alors là je vois la requête ARP, donc je suis obligé de la faire avancer. Voilà, on va l'observer au moment où elle arrive ici par exemple. Donc comme c'est sur un switch, on voit rien de particulier, si ce n'est pour l'instant que tout se passe bien. Ici ça commence à m'intéresser. Donc vous pouvez remarquer que le routeur détruit le paquet et puis génère en fait une requête ARP ou un message. Pour l'instant on ne peut pas trop voir de quoi il s'agit. Pourquoi il détruit? Si je viens ici sur ce qui arrive sur le routeur, je m'aperçois qu'en fait ça a l'air d'être tout à fait correct et je reconnais bien mon PC qui envoie un ping à mon serveur. Et ici, si j'analyse ce qui va sortir, je m'aperçois que la table de routage a trouvé une route vers la destination, donc ici tout va bien, il va décrémenter le TTL, ici tout va bien. Et là il me dit que le paquet vient d'un réseau intérieur pour se diriger vers un réseau extérieur. Donc c'est bien ce qui se passe, inside vers outside. Donc il va vérifier dans la table NAT s'il y a des traductions nécessaires, et il y en a une normalement si notre règle a fonctionné. Point numéro 5, il nous dit la table NAT elle a bien une entrée de correspondance statique qui correspond pour l'adresse source. Donc en fait, l'adresse source est 192.168.100.1, c'est lui. Il y a bien une adresse IP qui a été associée pour lui, et si vous vous souvenez, c'était l'adresse de sortie du routeur 800.254. Donc regardez, comparez cette fenêtre-là avec celle-ci. Ici, on voit que la source, c'est bien le PC, la destination, c'est bien le serveur. Ici, quand il va franchir le routeur, on voit que la source a changé. C'est le routeur, mais dans sa partie outside, qui devient la source. Et le destinataire ne change pas, c'est bien le serveur. Alors pourquoi le ping est supprimé ici? Tout simplement parce que ce routeur-là, n'ayant jamais communiqué avec ce serveur dans ce schéma, il va donc envoyer cette fameuse requête ARP pour trouver l'adresse MAC du serveur. Mais pour autant, on peut considérer que pour l'instant, nous, ce qu'on cherche à démontrer fonctionne, puisque les adresses IP ont été traduites. Donc, on va faire avancer la requête ARP, et on va attendre le prochain ping, pour voir ce qui se passe
par la suite. Alors, si on est pressé, on en refait un. Ce que je vais faire ici, j'ai pas envie d'attendre. Voilà mon deuxième ping. Donc on peut à nouveau vérifier, c'est la même chose que tout à l'heure. La machine s'identifie, elle envoie un ping vers le serveur. On envoie le ping, ça arrive au routeur. Le routeur, sur sa couche d'entrée, voit le paquet tel qu'il est créé par le PC. Il le traduit en substituant à l'adresse IP du PC sa propre adresse IP. Et il l'envoie. Et cette fois-ci, il peut l'envoyer, puisqu'il a identifié l'adresse MAC du serveur. Regardez ce qui arrive sur le serveur. Ce qui arrive sur le serveur, c'est bien une adresse qui correspond au routeur et non pas au PC. Il n'y a pas de trace du PC ici. Le routeur ne sait pas, enfin ne voit pas que c'est en réalité le PC dont c'est 192.168.100.1 qui est l'adresse IP et non pas lui. Et lui, il pense que c'est vraiment 8.0.0.254 avec qui il est en train d'échanger. Et du coup, il lui répond tout à fait normalement. On va voir la réponse qui parvient au routeur. Ça arrive par l'interface Fast Ethernet 01. Ça monte ici, on voit bien que c'est la réponse qui émane du 8888, c'est-à-dire du serveur, et qui s'adresse bien au routeur 888.0.254. Ici, dans le point numéro 2, on voit que le routeur réagit en disant dans ma table NAT, il y a une entrée dynamique qui correspond à un critère source et destination, et je vais donc traduire le paquet d'une adresse globale, global veut dire côté internet, vers une adresse locale, c'est-à-dire côté PC. Et il traduit, on le voit ici, il dit que la source c'est 8888, ça n'a pas changé, c'est bien le serveur, mais la destination c'est bien le PC, c'est-à-dire celui qui a envoyé le paquet. Et ça va monter jusqu'au PC. Le PC voit bien arriver un paquet qui vient du serveur. Donc, quand le PC voit arriver le paquet, la conclusion qu'on peut déjà donner, c'est qu'il voit bien l'adresse du serveur. Donc, lorsqu'il envoie le paquet à la première étape, il s'adresse bien au serveur. Lorsqu'il reçoit le paquet de réponse, il voit bien le paquet du serveur. Par contre, le routeur, lui, intercepte le paquet dans le sens entrant, sortant et sortant, entrant, pour jouer le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire pour transformer l'adresse. Il joue le rôle de relais. Et on dit dans le langage courant qu'il natte, on emploie cette façon de faire, il va natter, il natte, et là il a bien natté l'adresse, c'est-à-dire il a bien traduite par sa propre adresse. Donc au final, si on compare les deux événements sur les deux schémas, on a l'impression qu'il s'agit exactement de la même chose. Alors on va faire une démonstration. En fait, on va envoyer exactement la même chose. Je vais avancer ici sur mes deux paquets et on va comparer au moment où ça arrive dans le routeur. Donc vous pouvez voir sans le NAT ici que le paquet vient bien du PC et il ne sera pas modifié, d'accord. Tandis que avec le NAT ici, vous pouvez voir que le paquet vient bien du PC mais qu'il sera modifié ici. La source devient 8.0.0.254. Donc on va poursuivre. Côté serveur sans le NAT, le serveur de gauche voit bien le PC qui lui envoie le paquet, il voit bien l'adresse légitime du PC, il va répondre donc directement au PC ici, tandis que sur le serveur de droite, avec le NAT ici, on voit bien que le serveur reçoit un message provenant du routeur, et il va donc répondre au routeur ici. Donc on fait retourner le message. Sans le NAT du côté gauche, on voit bien que l'enveloppe nous montre que c'est bien le serveur qui parle au PC. Les adresses n'ont pas changé, ni à l'aller, ni au retour. On voit bien ici. Il n'y aura pas de traduction d'adresse.
c'est bien le serveur qui parle au PC. Tandis que de l'autre côté, avec le NAT, on voit bien que c'est le serveur qui parle au routeur et que le routeur va transformer pour indiquer qu'il s'agit du serveur qui parle au PC. Ici, il va retraduire le message à l'envers de la traduction qu'il avait opérée à l'aller. Ça arrive là-haut côté PC, et côté PC, que ce soit d'un côté comme de l'autre, donc ici gauche, ici à droite, ben, c'est exactement la même chose puisque le résultat est le même. Voilà. Donc ici on voit bien que dans le NAT et sans le NAT, le résultat est le même parce que mon schéma est très simple et on verra dans la suite de l'exercice dans une troisième partie que quand on va rajouter une branche réseau, les choses vont devenir plus intéressantes, c'est-à-dire la nécessité du NAT va se justifier. Là, on peut considérer que le NAT n'est pas utile, mais en réalité, sur ce schéma-là, elle n'est pas utile, mais elle travaille, elle fonctionne, elle opère. Pourquoi elle n'est pas utile? Parce que, en fait, sans NAT, ça marche très bien. Si la finalité est de dire ce PC-là arrive à dialoguer avec ce serveur-là, ben, ça marche très bien, effectivement, sauf que, imaginez qu'ici, ce soit votre box internet réelle, à la maison, au boulot, à l'école, peu importe. Et que ça, là, ce tiret, soit en fait un réseau que vous ignorez totalement, en tout cas, vous ne pouvez pas précisément décrire, celui de votre fournisseur d'accès Internet qui donne accès à Internet. Et puis ça, c'est un serveur qui se trouve sur Internet via lui-même accessible par un fournisseur d'accès Internet. Donc toute cette nébuleuse, là, tout ce nuage qu'on dessinerait ici, il va subir tout un tas de transformations par des routeurs, par des équipements dont on ignore un peu le fonctionnement. Et il faut imaginer que le premier routeur que va rencontrer votre paquet ne connaît pas votre réseau ici. Donc il ne connaît pas votre machine. Donc comment ferait-il ce PC-là pour obtenir l'information de ce PC-là si le routeur intermédiaire change d'adresse et qu'il ne connaît pas la vôtre? Il faudrait pour ça programmer le routeur intermédiaire pour lui indiquer quelle est votre adresse privée. Mais d'une part, on ne peut pas envisager que ce soit possible parce qu'on ne sait pas où il est ce routeur, puis d'autre part, il faudrait le faire sur toute la chaîne, y compris à l'autre bout. Ce qui est carrément impensable, impossible, voire. Donc le NAT, là, se justifie parce que tout ce qui sort de votre box, donc qu'elle soit celle du travail, celle de l'école, celle de votre entreprise, celle de votre maison, doit être réglé sur le réseau du fournisseur d'accès qui lui prend en charge uniquement les adresses IP dont il a la charge, c'est-à-dire celles qui correspondent à son réseau. Mais en aucun cas ne doit être une adresse privée qui ne correspond pas à son réseau à lui. Donc on transforme tout ce qui sort de notre box pour lui donner en fait la valeur du réseau du fournisseur d'accès. Et en faisant ça, la box qui récupère les données de chez le fournisseur d'accès n'a aucune difficulté à les retraduire vers notre réseau privé. Donc si on ne fait pas ça, il y a des routes statiques. Alors on peut imaginer pousser l'expérience ici et enlever par exemple la route ici, ça reviendrait la démonstration à faire ça en fait. J'enlève la route statique, il suffit d'enlever la passerelle sur le serveur, et après on peut parfaitement imaginer que je fasse le test, donc c'est plutôt ici que j'aurais dû le faire pour la démonstration, je vais plutôt le faire ici, c'est plus logique. Donc on peut parfaitement imaginer que on essaye de passer un paquet ensuite, donc on va le faire comme ça, on essaie de passer un paquet donc d'ici au serveur, donc le paquet va partir, mais le serveur, lui, va pas être en mesure d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de route, il n'est pas sur le même réseau, il n'a pas de route pour y répondre, il n'a pas de passerelle, donc aucun moyen d'envoyer le paquet. Si ce paquet était sur le même réseau que lui,
aucun problème pour y répondre. Donc on va faire le test ici maintenant. Lui non plus, il n'a pas de passerelle. On l'a enlevé aussi. Donc il n'a pas de passerelle non plus. Et on va faire le test maintenant ici. Donc on envoie le paquet. Alors là c'est pareil, le paquet suit son petit bonhomme de chemin. Ici, regardez, il ne supprime pas le paquet. Il le renvoie. Il remonte jusqu'au PC. Et là, on peut voir que ça a fonctionné. La petite coche verte ici nous le démontre également. Et pourtant, il n'y a pas de passerelle. Donc, pas de passerelle ici, ça marche grâce au NAT. Pas de passerelle ici, ça marche plus. Il n'y a pas de NAT, ça marche plus. On refait le test vite fait. Cette fois-ci, on va le faire en mode standard. Donc ici, si je fais un ping 8888, ça va échouer. Tandis que ici, voilà, donc on voit que ça fonctionne pas. Ici, si je fais le ping, ça fonctionne. Donc on comprend mieux ici ce que permet de faire le NAT, même si on n'en voit pas forcément tous les intérêts avec ma démonstration pour l'instant. Mais pour ça, je vous suggère vraiment d'accéder à la doc et d'essayer de comprendre par un peu de lecture et surtout par l'histoire du pourquoi, du comment, c'est-à-dire pourquoi le NAT a été inventé, à quelle époque, à quelle occasion. Et en tout cas, là, on peut constater que c'est une solution qui permet de régler des problèmes réseau, si on voulait faire simple dans notre conclusion intermédiaire. Donc voilà, la configuration des routeurs, ici, rien de particulier. Ici, on va reprendre cette configuration pour l'observer. On va voir globalement la configuration ici du routeur, en faisant Show Running Config. Et on peut voir, donc je vais l'afficher ici, que ce qui commence à nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc c'est toute cette partie-là, en fait, jusque-là. Donc il faut, si on compare avec l'autre routeur, là, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ici, on a déclaré les interfaces intérieures et extérieures. Et puis on a mis une règle dédiée au PC dont l'adresse est 192.168.100.1, l'autorisant à utiliser l'adresse 8.0.0.254 dès lors qu'il utilisera le routeur, c'est-à-dire pour tous les paquets sortants en fait. Donc cette règle permet de faire fonctionner le ping entre le PC et le serveur. Inconvénient de la méthode, il faudra créer autant de règles de ce type-là qu'il y aurait de PC et donc d'adresse IP à NAT. Mais avantage, extrême simplicité. Extrême simplicité. Simplement cette ligne-là déclenche la règle. Alors par contre, il ne faut jamais oublier de définir le sens et pas vous tromper en indiquant ici par exemple inside au lieu de outside. Mais ça c'est de toute façon condition préalable. L'entrée, enfin l'intérieur, l'extérieur. Une fois que ce sens est défini, grâce à ces deux instructions, ben là on constate extrême simplicité parce qu'une seule règle permet à un seul PC, par contre c'est l'inconvénient, une seule adresse, d'utiliser le routeur en tant que routeur NAT et donc de profiter de l'accès Internet. Donc voilà, donc ça c'est une méthode qu'on appelle le NAT statique. Et dans la prochaine présentation, on va voir comment on met en place le NAT dynamique. Donc on va pouvoir le faire en fait sur le même schéma. Mais ensuite, l'intérêt, ça sera de le combiner avec un deuxième réseau qu'on va greffer dessus. C'est-à-dire qu'ici, on va en fait, en quelque sorte, rajouter un réseau sur une partie ici, là, à gauche par exemple. On va connecter un autre routeur.
Et on va voir ce qui se passe quand le PC se trouve sur un réseau intérieur qui se trouve lui-même greffé sur un autre réseau LAN intérieur privé. Donc un cascadage de réseau. Voilà, donc pour terminer sur cette deuxième phase, cette deuxième présentation concernant le NAT, ici il s'agit bien donc d'une démonstration qui met en évidence ce que l'on appelle le NAT statique.